Donc on va faire une pause un peu comme ça. C'est ça, parce que de mon côté, c'est comme ça que j'ai. Non, c'est Voilà. Le truc où il y a des généralités. Oui. Insister un peu sur l'équipement, le truc serviteur. Voilà. On verra. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien. Nos remerciements d'abord à la direction du Centre culturel régional Blaise Senghor qui a bien voulu nous permettre d'enregistrer encore cette émission dans ce jardin magnifique et apaisant. Le thème de cette émission, tout simplement, le leadership, une notion très usitée de nos jours et qui tend à définir tout simplement la capacité d'un homme ou d'une femme à influencer, à conduire un groupe vers l'atteinte d'objectifs fixés. Le leadership, le dit notre invité, existe partout, d'abord au sein familial, dans un groupe de travail, dans une entreprise et même au niveau national. À chaque situation, cependant, précise notre invité, Dr Abdoulaye Mbengue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Khan. C'est toujours un énorme plaisir et je dirais privilège de participer à votre émission, si bien sûr suivie à travers, je dirais pas nécessairement le Sénégal, mais le monde. Et je tiens aussi à saluer tous vos téléspectateurs de la 2STV. Et je me joins à vos remerciements du Centre culturel Blaise Senghor qui a bien voulu nous permettre d'enregistrer cette émission ici. Oui, en vous écoutant, vous avez très bien défini la notion de leadership. Parce que partout on parle de leadership, c'est d'abord cette notion d'influence que le leader a sur ses collaborateurs, ses suiveurs. Et oui, le leadership se passe partout, au sein des familles, au sein des organisations, au sein des États, au sein de toutes les communautés. Et c'est essentiel, le leadership. Ça affecte nos vies et je dirais même la vie des générations futures. Voilà. Alors, pour qu'on nous connaisse un peu plus, vous êtes titulaire d'un doctorat en leadership, n'est-ce pas? Master aussi en économie aux États-Unis. Vous êtes parti en 1990 après un stage, après un diplôme à l'université Cheikh Anta Diop, un stage à la SAR. Alors, dans quelles conditions étiez-vous parti? Oui, M. Khan, comme j'ai l'habitude de le dire avec beaucoup de fierté, moi je suis un produit de l'école sénégalaise. J'ai fait la plupart de mes études au Sénégal, sanctionné d'une maîtrise en gestion des entreprises en 1989 et j'ai fait mon stage à la SAR en 88 et en 89. C'est en janvier 90 que j'ai pris la décision d'aller vers les États-Unis. Pour un complément de formation, évidemment, parce que le séjour a été particulièrement long et ponctué des enseignements, la consultance, des conférences, l'écriture aussi. Oui, M. Khan, j'ai fait la série B, j'ai fait Vanvo, l'université Vanvo qui est l'université Lamine Gueye, de la 6e à la 8e, j'ai fait la série B. Donc très tôt, je me suis intéressé aux problèmes économiques, aux problèmes politiques, les problèmes de société. J'ai fait une maîtrise en sciences éco. Et quand j'ai eu ma maîtrise, j'avais ce sentiment d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui manquait. Si on voulait vraiment trouver une voie africaine, j'avais la possibilité d'aller en France pour faire un doctorat. Mais je me suis posé la question, qui était le pays modèle à l'époque, le pays leader? C'était nécessairement les États-Unis. C'est pourquoi j'ai choisi d'aller aux États-Unis pour continuer mes études, mais aussi apprendre et découvrir d'autres modèles qu'un jour je pourrais rentrer et participer à l'apport de solutions au développement de l'Afrique. Voilà, donc la première émission qu'on a faite, c'était en 2012. Hein, et là, eh bien, vous m'avez été présenté comme expert. Aujourd'hui, je vous reçois en 2026. Vous n'êtes plus expert, vous êtes docteur, n'est-ce pas? Et vous avez écrit aussi surtout ce livre sur le leadership, hein, dont on parlera tout à l'heure. Oui, M. Khan, en 2012, j'étais plutôt intéressé aux problèmes de stratégie. Parce que j'ai toujours cru que le problème de l'Afrique, c'est parce que nous n'avions pas les bonnes stratégies. Et je voulais comprendre la stratégie. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans l'une des plus grandes entreprises des États-Unis, General Motors, dans le département de stratégie. Et donc, quand on faisait l'émission, c'était de par cette expérience de la stratégie. Et je voulais apporter une nouvelle réflexion en parlant de game change stratégie.
comment changer les règles de jeu qui vont nous permettre d'avoir une meilleure posture. C'est pourquoi notre première émission en 2012 a porté sur la stratégie. Alors, votre doctorat, le thème de votre recherche a été le serviteur leader, sujet, voilà, c'est le sujet. Alors, est-ce que, je vous ai dit, vous m'avez dit qu'il y a plusieurs types de leadership. Alors, le serviteur leader, peut-être c'est votre type de privilégié, de prédilection. Oui, M. Khan, d'abord, il faut comprendre qu'il y a eu une transition de la stratégie au leadership. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé cette question. En réalité, c'est le leader qui dicte, qui définit, qui oriente la direction de l'organisation. Dans le terme leadership, la racine du mot leadership, c'est lead, qui signifie le mouvement, la direction, l'ambition. Et c'est en général le leader qui détermine cette direction. C'est pourquoi je suis rentré dans le leadership. Effectivement, si, comme vous l'avez défini, le leadership, c'est l'influence, amener des gens à vouloir volontairement participer à la réalisation d'objectifs communs, mais dans l'intérêt général. Donc, il est tout à fait nécessaire d'avoir beaucoup plusieurs types de leadership. Et comme vous l'avez dit, j'ai fait ma recherche sur la notion du serviteur leadership, qui en réalité, vous les philosophes, utilisent ce terme de rupture épistémologique, parce que c'est un renversement de la pyramide du leadership, où le leader qui d'abord était au sommet devient maintenant, revient au bas de la pyramide, qui devient le serviteur et qui porte, qui développe, qui encourage. C'est pourquoi j'ai fait ma recherche sur cette notion de serviteur leadership. Alors, nous allons en parler tout à l'heure, mais avant, d'abord, on reste dans la définition. Alors, le leadership, vous m'avez dit, Abdoulaye Mende, a son importance dans le développement. Et selon vous, c'est cette absence de leadership qui retarde le développement de nos pays? Absolument. Monsieur Khan, les décisions des leaders affectent nos vies, et je le disais, des générations à venir. Prenons l'exemple aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde. Cette guerre entre les États-Unis, l'Israël contre l'Iran, mais affecte nos vies ici au Sénégal, la cherté des produits. Donc quand un leader prend une décision, elle doit mesurer la portée de ces décisions, l'impact de ces décisions, parce que c'est important. Donc il nous faut à tout moment, pour être efficace en tant que leader, réfléchir sur quel type de style et l'enseignement du leadership. Nous parlons là, peut-être vous allez lancer les théories et les modèles de leadership qui sont là. Tout ça, c'est pour nous aider, les décideurs, pour mieux les outiller, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Parce que le leadership affecte nos vies. Donc, le progrès, la voie du progrès est difficile à trouver, à emprunter sans un leadership solide, sûr. Effectivement. Quand le leadership est pauvre, nécessairement, il affecte toute la société et ça retarde. Ça peut même détruire des ambitions. Et sans ambition, rien ne peut se réaliser. C'est pourquoi le leader doit pouvoir inspirer, doit pouvoir motiver, doit pouvoir guider, doit pouvoir supporter. Et c'est ça, à mon avis, qui manque. Je ne dirais même pas dans le continent africain, mais à travers le monde. Nous avons des gens qui se réclament leaders qui en réalité ne se comportent pas en tant que ce que nous on définit leadership. Alors, comment, pour mieux comprendre ce terme, c'est vrai, il est galvaudé. On parle toujours de leader, mais quand même. Et alors, comment pourrait-on exactement définir? Parce qu'on parfois on parle de charisme, on parle aussi d'influence. Alors, est-ce que ce sont ces termes qui conviennent à mettre sur... C'est des termes qu'on met sur des personnes dont l'action a un impact. Est-ce que ce n'est pas encore... Est-ce que c'est le leadership? En réalité... L'influence, le charisme. En réalité, c'est là où on trouve les lacunes de l'enseignement des théories et des modèles traditionnels du leadership. Les enseignements du leadership ont toujours présenté le leader comme le héros, qui est au sommet, qui décide, qui à un moment donné a été vu comme quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et donc pendant longtemps nous avons cru croire que seulement un groupe restreint de personnes avait cette possibilité d'être des leaders. Ce qui nous a conduit à ces concepts de leadership charismatique. Parce que ce leader exceptionnel, mais il a du charisme. Et c'est par ce charisme qu'il ou elle influence. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. C'est pas suffisant, M. Khan. Pour être un leader.
Parce qu'on peut avoir beaucoup de charisme, mais si le leader n'est pas authentique, si le leader n'a pas de l'éthique, si le leader voit le pouvoir comme chose de limité, qu'il faut contrôler, qu'il faut accumuler, mais ça devient dangereux. Parce que là, tout se limite à lui. Et donc son leadership, non seulement ne va pas durer, mais ne va pas se régénérer. C'est pourquoi il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle les théories contemporaines du leadership, qui nous ont permis vraiment d'avoir un nouveau regard sur le leadership. Est-ce que c'est en cela que je dois comprendre, quand on préparait cette émission, et que vous insistez sur le fait que pour asseoir un leadership qui puisse être utile, il faut vraiment opérer des ruptures. Effectivement. Opérer des ruptures. C'est-à-dire renoncer à ce qui existait, Et cette rupture, je le disais tantôt. Et vous insistiez d'ailleurs, pour compléter, sur le domaine de l'éducation, de la formation. Oui. Rupture dans ces domaines-là. On avait déjà l'annoncé dans notre émission sur la stratégie. On parle de game change, qu'il était temps que l'Afrique opère des ruptures. Mais ces ruptures, nous avons besoin des gens, des hommes et des femmes pour nous guider, pour nous orienter. Et donc ces ruptures, c'est quoi? De regarder et dire que le leader individuel n'a pas la capacité, dans le contexte actuel, l'incertitude, la complexité, plusieurs générations, les cultures, mais une seule personne ne peut pas tout comprendre, tout connaître. Et je pense que c'est Socrate qui disait, à un moment donné, j'ai lu et tout ce que je sais et que je sais rien. Je ne sais rien. Si vous êtes le leader et vous pensez tout connaître, décidez par vous-même, pour vous-même, vous accaparez le leadership. Alors il ne s'agit plus de diriger des gens, mais il suffit de diriger avec des gens et pour des gens. C'est ça les ruptures qu'il nous faut opérer. Aujourd'hui, il faut diriger en groupe. En groupe. C'est là où on va parler du leadership authentique, éthique, leadership partagé. Le leadership, pour demeurer, doit être partagé, M. Khan. Et en aucun cas avoir pratiqué le leadership autoritaire, comme vous dites. Absolument. Parce que l'autorité, en réalité, M. Khan, si vous regardez de près, dans le leadership, on parle de pouvoir. Et le pouvoir revient à deux sortes de pouvoir. On dit qu'il y a le pouvoir de position et le pouvoir personnel. Mais le pouvoir de position, c'est l'autorité, c'est votre légitimité. C'est le pouvoir d'avoir les moyens de récompenser, d'acheter qui vous voulez. Ou bien la peur, la coercion. Mais ce pouvoir, dès que vous perdez la position, vous perdez ce pouvoir. Oui. Mais le pouvoir personnel, c'est le pouvoir d'expertise, le pouvoir de révérence. Moi, quand je parle de pouvoir de révérence, automatiquement, je pense à un leader que j'ai connu personnellement, Serigne Saliou. Serigne Saliou Mbacké n'avait pas besoin de forcer quoi que ce soit. On l'écoutait, on le suivait. C'est parce qu'il représentait. Et c'est ça le leadership. Ne pas forcer les gens, ne pas les intimider, mais que les gens vous respectent. Parce que ce que vous représentez, ce que vous faites non pas pour vous, mais pour les autres, pour les communautés, pour les sociétés, même pour les générations à venir. Oui. Alors, j'ai envie qu'on s'arrête un peu. On va revenir sur l'aspect spirituel et n'est-ce pas, religieux de leadership, parce que j'ai noté plus tard. Mais sur votre hypothèse, vous dites changer les règles du game, changer les règles du jeu. Alors, est-ce que ça veut dire que ce qui existe, c'est comme un carcan qui emprisonne, n'est-ce pas, le développement de l'Afrique et qui est basé sur l'ingénierie, la science et la technologie. Parce que la dernière fois, vous aviez parlé de robotique qui bouleverserait les données. Mais nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. Quand je compare ce dont nous avons parlé il y a 14 ans, on s'était focalisé sur le fait que, et je me rappelle, je disais, M. Khan, aucun pays ne s'est développé par le soutien de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Aucun pays ne s'est développé par le support des bailleurs. Aucun pays ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère. Il nous fallait opérer des ruptures parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Et je vous disais tantôt à l'époque, il faut regarder dans l'avenir. Les entreprises qui seront créées vont se baser sur la robotique. Le robot ne tombe pas malade. Le robot ne part pas en grève. Mais on parlait de l'intelligence artificielle en 2012 sans pour autant savoir le nom. On parlait de ça. Et je disais, l'avantage de l'Afrique est que dans cette ère robotique de l'intelligence artificielle, il faut des employés qui sont qualifiés et éduqués. Et vous m'avez posé la question, pourquoi éduquer? J'ai dit, si vous devez gérer des robots,
des machines. Il faut savoir lire et écrire. Il faut savoir les orienter. Aujourd'hui, on nous parle de l'intelligence artificielle. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ces robots sont partout maintenant. Ils nous assistent dans tout ce que nous faisons. Donc vous avez raison, M. Khan. Ce sont ces mêmes réalités qui nous rattrapent aujourd'hui. Et je disais à l'époque, imaginez-vous qu'il est clair que partout dans le monde, tous les pays qui sont développés, c'est sur la base des STEAM, sciences, technologie, engineering et mathématiques. Et je vous disais à l'époque, en 2012, imaginez-vous que si le président du pays, d'un État, dit que tous les étudiants qui sont dans ces domaines scientifiques, je leur donne des bourses entières. Après le bac, je vous amène dans les meilleures universités. Vous allez vous former, vous allez revenir ici pour créer des instituts plus performants. Si on l'avait fait en 2012, aujourd'hui, le Sénégal serait déjà outillé à l'ère de l'intelligence artificielle, M. Khan. Et c'est dans ce même cadre qu'aujourd'hui, nous parlons du serviteur leadership, de l'importance de cette notion pour le développement de nos nations. Alors, vous dites qu'il faut être au diapason avec la révolution technologique. Alors, tout à l'heure, vous l'évoquez, grâce à la spiritualité, à la religion, vous avez parlé de Serigne Saliou Mbacké. Et en même temps, vous dites, c'est possible. Là, il s'agit de la technologie. Vous dites, la mathématique, vous dites que nous avons appris maîtriser ce qui est le plus difficile, le Coran, beaucoup plus que la mathématique. Donc, c'est possible d'être à ce niveau-là. Oui, effectivement. Si je me rappelle, je vous disais qu'il fallait inclure tout le monde dans cette quête de solution à notre développement. Et je dis non seulement, au lieu que d'aller dans des universités, perdre 4 ans, 7 ans, on peut créer des techniciens de l'agriculture, de l'informatique, du commerce. Et ces gens pourront être l'armée du développement. Et je disais, on peut même l'élargir. Ceux qui sortent des daras, du secteur informatique, qui n'ont pas fait l'école formelle, on peut les intégrer. Et je dis qu'on peut même amener à un talibé de construire un avion, une voiture. Je dis que c'est parce que si on a besoin des mathématiques, celui qui maîtrise le Coran, maîtrise les mathématiques, parce que le Coran est plus difficile que les mathématiques. Mais il ne faut pas sous-estimer cette spiritualité que nous avons. Et nous avions des milliers qui sont là. Il faut les intégrer dans ce processus de développement. Et dans votre définition des types de leadership, eh bien, vous avez différentes théories. Vous semblez dire méfiance, vous l'avez dit tout à l'heure, à cette théorie du grand homme. Ça n'existe pas, l'homme providentiel n'existe pas, le Messie n'existe pas. Ça, c'est une idée qu'il faut tout de suite rejeter parce que sinon, on entre sur une fausse piste. Et en fait, voilà pourquoi pendant longtemps, nous avons pataugé, si je peux utiliser ce terme. Parce que c'est cette théorie qui dominait l'enseignement du leadership. Qu'il y avait des êtres exceptionnels, extraordinaires. Et dans ces êtres, on n'a parlé que des hommes, la théorie du grand homme, l'homme Messie. Et où sont les grandes dames, M. Khan? On sait qu'on a eu des reines qui ont dirigé, des reines qui ont dirigé avec le roi. Donc cette théorie était vraiment très limitée, parce que ça se basait sur les traits de caractère de la personne, ce qui conduisait ce qu'on appelle les théories classiques, les traits de personnalité. Et cette théorie, je dis que c'est dangereux. Il ne faut pas attendre un Messie. Le leadership, c'est à tous les niveaux. Nous sommes nés leaders. Nous tous, nous sommes nés leaders. Ne pas croire qu'il y a un homme providentiel, un Messie. Surtout ça. Ça c'est une élite qui a voulu contrôler les masses en leur faisant comprendre que j'ai été choisi pour vous diriger. Là où ils ont failli, c'est qu'ils ne comprennent pas que ce sont les gens que vous dirigez qui vous donnent la permission de leur diriger. Ils peuvent retirer cette permission à tout moment, M. Khan. Bien sûr, oui. Et puis, j'ai aussi lu dans votre livre, n'est-ce pas, qu'il faut se baser plus sur le comportement du leader. Effectivement. Plutôt d'avoir des préjugés favorables sur sa tendance à être un grand homme, à avoir du charisme, voilà. Effectivement. Comportement. Et c'est ça encore, M. Khan, l'intérêt de la démarche scientifique. Parce que quand ces théories du grand homme, ces théories des traits de caractère ont été testées, on s'est rendu compte qu'il y avait des limites. Et tout de suite, il fallait trouver d'autres pistes. C'est là où les gens se disent que ce qui est important, ce ne sont pas les traits de caractère du leader. Donc, qui est le leader? Mais plutôt comment le leader se comporte. Donc, ça nous a quand même fait entrer dans l'ère des théories comportementales, qui dit comment se comporte le leader avec ses collaborateurs. Quelles sont les décisions que le leader prend? Est-ce que le leader se focalise sur tout simplement la structuration, sur les processus, ou bien est-ce que le leader se concentre sur l'humain
sur les relations. Oui. Et ce qui nous a conduit aux théories comportementales, l'université d'Ohio qui nous parle d'initiation de la structure et de la relation, l'université de Michigan qui parle d'orientation de la production, orientation vers la personne. Et finalement, on a eu Blake et Mouton qui lui, on se dit que, mais attention, le leader doit essayer de trouver un juste équilibre entre le processus, les systèmes, mais aussi l'humain. Il faut trouver un équilibre, atteindre les objectifs sans pour autant sacrifier l'humain. Oui. Et moi j'ai compris en lisant votre texte que le leader doit se sentir concerné par la vie des gens qu'il fait travailler, la vie des gens avec lesquels il vit, un pays par exemple, un groupe concerné. Effectivement. Il n'est pas hors sol, il est avec eux, doit se sentir concerné par leur vécu, ce qu'ils vivent. Mais, M. Khan, et ça renvoie à une notion essentielle dans le leadership. Si le leadership était un plat qu'on devait servir à des gens, ou bien une boisson, j'ai dit que le leadership a besoin de 3 ingrédients majeurs. Je prends l'exemple de notre fameux tchéboudienne. Si vous voulez faire un tchéboudienne, il faut quoi? Mais du tchèp, donc du riz, du djinn, c'est le poisson. Oui, de qualité. Et il faut peut-être des végétables pour orner tout et tout. Mais le leadership, c'est quoi? C'est la confiance. Sans la confiance, rien ne peut commencer. Mais si les gens, d'abord, avant même la confiance, le leader, c'est vers le mouvement, c'est l'ambition. Il faut avoir une vision. Il faut essayer d'amener les gens quelque part qui est mieux où ils sont. Je prends l'exemple du Sénégal. Si PASTEF a proposé le projet, mais c'est cette ambition, cette vision d'un Sénégal meilleur, où tout le monde sera dans de meilleures conditions. C'est cette vision qui a amené les gens à les suivre. Mais pourquoi ils les ont suivis? Ils ont pu bâtir la confiance. Les gens les en font confiance. Mais si les gens vous suivent pour réaliser quelque chose de difficile, il y a un prix à payer. Mais il faut les motiver. Donc il faut une vision, bâtir la confiance, mais surtout motiver les gens. Et donc, en réalité, le leadership, c'est ça l'essentiel. Et donc, si on veut impacter la vie des gens, on est obligé de faire de sorte que les gens vous fassent confiance. Et comment vous allez faire confiance? Mais c'est quand vous vous souciez de leur bien-être, quand vous commencez à investir dans le développement des personnes, là, les personnes vont vous faire confiance. Et quand vous faites confiance, ils sont engagés. Il y a un niveau de satisfaction élevé. Le leader doit tous être à la quête de cette satisfaction au sein de ses collaborateurs. S'ils ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas s'engager. S'ils ne sont pas engagés, vous ne pouvez rien réaliser. C'est cela. Alors vous indiquez d'ailleurs qu'il existe, quand vous lisez, plusieurs disciplines, des fondamentaux, c'est ce que vous avez fait, des ingrédients indispensables en leadership, vous venez d'en parler. Alors, des qualificatifs attirent aussi l'attention du lecteur de votre livre. Vous parlez de leadership authentique. Authentique. Et en réalité, M. Khan, quand je faisais ma recherche, et je fais des séminaires, je donne des cours, j'ai toujours été interpellé à la fin des classes par les gens qui disent que, mais en réalité, j'ai tous ces modèles, les théories classiques, comme vous l'avez dit, il y a les théories de personnalité, les théories de comportement, les théories de la contingence. Ils disent que, mais en réalité, comment je vais faire pour développer mon leadership? Et M. Khan, j'étais incapable de leur répondre. C'est ce qui m'a poussé à écrire un livre. Et dans tous les livres, je ne voyais pas de solution. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi moi, je vais suivre un leader. Qu'est-ce qui m'a amené à faire confiance à Serigne Saliou, qui était mon chef, mon marabout, ma boussole. D'abord, quand je l'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un d'authentique. Je l'ai trouvé au fin fond, dans un village de Goth. Et je me dis que quelqu'un qui est multimilliardaire, il vit dans la pauvreté comme ça. Quand je l'ai vu, il était habillé avec, je peux même dire, des haillons. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je l'ai observé avec les gens. Je suis allé à Touba toute une journée, les gens venaient, ils donnaient. Il était là, assis, soit il priait, ou bien il lisait le Coran, et les gens venaient, ils donnaient des enveloppes, certains amenaient, mais il a passé tout son temps à dire, je dis, mais lui, il ne s'est même pas occupé de lui. Toute la journée, il n'a fait que s'occuper des gens, ou bien prier. C'est là où j'ai vu que, mais non seulement il était authentique, c'est cette sincérité, cette transparence, ce don de soi. Et aussi, quand je l'ai vu, mais c'était l'éthique.
C'est quelqu'un qui avait une morale supérieure, qui ne cherchait pas le gain. Et c'est comme ça que j'ai vu le système de Djawrin. Il déléguait des gens qui étaient responsables de chaque chose. Il y avait des gens qui s'en occupaient. Et il leur faisait confiance. Et j'ai vu en lui l'authenticité qui m'a beaucoup séduit, l'éthique, mais le sens de partage du pouvoir. Mais la différence est que ces gens de leaders, ils connaissent le pouvoir fécond. Que quand je le partage, ça se multiplie. L'autre leader héros pense que non, je l'accumule. Quand je partage, je perds. C'est une faiblesse. Vous voyez la différence, M. Khan, ce pouvoir fécond et ce pouvoir qui est de substance. Que si je donne, je perds. Donner, mais c'est recevoir. C'est pour ça. Et voilà ce qui fait ces leaders authentiques, ces leaders éthiques. Oui, parce que vous parlez de leaders authentiques, leaders éthiques, et là, évidemment, sur la base morale, avec des qualités supérieures. Vous pensez que les leaders devraient s'inspirer de cela, pour la spiritualité? Là, vous évoquez Serigne Saliou. Et c'est ça la difficulté même du rôle de leadership. Parce qu'on aime bien dire que je suis leader, mais M. Khan, celui qui a écrit sur le serviteur leadership, il a dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit que pour être vraiment un leader de haut niveau, il faut allier deux compétences qui sont difficiles. Il dit il faut connaître l'inconnaissable et pouvoir prévoir l'imprévisible. M. Khan, mais si ces leaders doivent connaître l'inconnaissable, cela veut dire qu'ils doivent être conscients de leur ignorance. Parce que nul ne peut connaître l'inconnaissable. Ce qui fait qu'ils vont essayer de chercher les connaissances. Où? Mais seul Dieu connaît tout. Mais Dieu partage tout parmi les personnes. Il faut qu'ils s'entourent avec des gens, qu'ils écoutent les autres, qu'ils délèguent, qu'ils apprennent. Prévoir l'imprévisible. Mais c'est la même chose. Il faut s'associer avec des gens. Il faut discuter. Il faut avoir cette humilité, M. Khan. Le leader doit faire preuve d'humilité. Il y a un terme que Serigne Saliou disait. Damay tout di djéggalu di len ñaan ngeen tubloo ma jéggaloo ma suñu borom. Ku mel ni Serigne Saliou. Quand il dit ça, avec tout ce qu'il représente, mais nous, là c'est un rappel. Il montre une certaine humilité, mais mieux, une certaine vulnérabilité, mais mieux. Il nous dit que je ne suis pas un être extraordinaire, je suis pas un être, je suis comme vous. Et vous pouvez être comme moi. Il utilise un terme important dans le leadership. D'accord. D'être toujours en conscience avec ses collaborateurs. D'être à leur même niveau. Le leader ne doit pas s'isoler. Exactement, M. Khan. Et c'est comme ça que vous allez encourager. C'est que vous allez développer les gens autour de vous. Alors, pour vous, donc, l'idéal, le leader idéal, c'est le leader serviteur. Alors, évidemment, vous dites serviteur-leader. Alors, en quoi cette inversion est importante? Ça me fait penser quand Senghor disait socialisme démocratique, et il disait attention, le plus important, ce n'est pas socialisme, c'est démocratique. Effectivement. Vous dites ce qui est le plus important, c'est pas leader, mais serviteur. Effectivement. C'est pour ça que vous mettez serviteur-leader. Effectivement. Je n'ai pas inventé ce terme. C'est Robert Greenleaf qui l'a inventé en 1970. Il a parlé d'une notion de servant leadership, que moi je traduis en serviteur leader. Il dit que ce n'est pas le leader qui est le serviteur, mais en réalité c'est le serviteur qui, à un moment donné, décide mais il a d'abord choisi de servir avant de diriger. Et pourquoi c'est essentiel, M. Khan? Il dit, ce choix, c'est un choix délibéré de renoncement au pouvoir. Ce n'est pas une faiblesse, M. Khan. C'est pas tout le monde qui peut. Non. Que si vous voulez développer ou bâtir une communauté, et je vous dirai comment lui il l'a défini. Il dit que c'est d'abord ce choix de vouloir servir d'abord. Et il dit, il y a un test, qu'au bout du compte, ce serviteur va se poser cette question. Est-ce que les gens qui sont en train d'être servis, est-ce qu'ils vont être beaucoup plus sains? Ils vont être beaucoup plus sages, beaucoup plus libres, beaucoup plus autonomes et beaucoup plus susceptibles de devenir des leaders. Et mieux, il dit que toutes les décisions que moi je suis en train de prendre en tant que serviteur, est-ce que les couches les plus vulnérables de la société ne seront pas affectées négativement?
Mais M. Khan... Alors, vous êtes en train de dire que le serviteur leader doit travailler à créer de futurs leaders. Exactement. C'est leur ambition. Oui. Et je le disais tantôt, c'est ce pouvoir fécond qui dit, moi le leader, au lieu d'être au sommet et tout le monde est au bas, et je vais en profiter pour taquiner le président qui parlait, si les gens qui disent de lorgner mon fauteuil, Oui. je dis qu'en réalité, si vous êtes au sommet et tout le monde est en bas, les gens peuvent regarder en haut. Oui. Les gens regardent en haut, pas pour lorgner, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Oui. Mais si vous étiez au bas, personne ne va lorgner sur vous, parce que vous êtes à leur même niveau. Donc le serviteur leader décide de devenir, si on regarde l'arbre, il devient la racine principale. Où se trouve la racine principale dans l'arbre? Au fond. C'est invisible, on ne le voit pas. Qu'est-ce que la racine fait, M. Khan? Cherche des nutriments, cherche de l'eau. Pourquoi? Pour que l'arbre puisse grandir, pour que les branches puissent sortir, pour que les fruits puissent émerger. Et c'est ça le rôle du serviteur leader. C'est une semence qui est là, c'est une racine qui veut que l'arbre puisse donner des fruits. Il est en train de se démultiplier. Et demain, s'il n'est plus là, ce sont ces fruits qui vont aussi éclore, qui vont faire encore d'autres arbres. Oui. Et c'est ça qui va faire que le leadership va durer. Je parle de Magni. Prenons tous les tarikhas du Sénégal, que ce soit Seigneur Maodo Malick, Serigne Touba, Baye Niass. Mais on va loin, les prophètes, Moussa, Christ, Mohammed Sallallahu Alayhi wa Sallam. Leur projet continue. Oui. Ils ont semé la bonne graine. Ils deviennent la racine qui nous nourrissent. Oui. Alors, c'est intéressant parce que vous privilégiez cet aspect spirituel et religieux avec ce leadership serviteur, ce serviteur. Voilà. Vous évoquez les trois religions monothéistes et leurs prophètes. D'ailleurs, vous écrivez, là, vraiment, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Vous dites, Moïse incarne le serviteur de Jésus par son humilité, son courage, sa vision et son dévouement envers son peuple, ayant été choisi par la faveur divine pour servir et diriger. C'est pas diriger et servir, servir et diriger. Effectivement. En fait, c'est regardez ce prophète. Quand on le voit, il passe, il y a des filles, des femmes qui veulent puiser de l'eau, il arrête. Il vient, il puise de l'eau pour eux. C'est ce comportement. Mais Jésus-Christ, qu'on appelle un saint. Oui, vous écrivez à propos de lui, il est présenté comme le serviteur leader par excellence, mettant l'accent sur l'humilité, le service, la compassion, l'automatisation, l'autonomisation des disciples pour servir les autres. Mais il a dit clairement, nous on l'appelle un saint. Je suis venu en vous en tant que serviteur. Et celui qui veut être le premier n'a qu'à se préparer à être le dernier et à être l'esclave de tous. Voilà ce que Jésus-Christ nous dit. Oui. Mais c'est ça le leadership. Oui. Et l'islam. Là, vous prenez le cas du prophète, paix et salut sur lui. Vous dites, il incarne le serviteur leader à travers des qualités telles que la bienveillance, la justice, la consultation, l'humilité et l'engagement envers le bien-être de la communauté, souligné par la responsabilité devant Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, responsable devant Dieu. Et lui, comment on l'appelle, avant même qu'il devienne prophète, on l'appelait celui qu'on a confiance. Donc très tôt, il incarnait cet aspect, mais il dit Sayyidul Khawmi Khadimuhum. Celui qui sert le peuple est en réalité leur leader. Donc, encore une fois, ce sont ces notions qui ont toujours existé. Et ce qui fait que moi, je me suis battu dans ma thèse pour inclure ces prophètes. Quand j'ai dit à mon directeur de thèse que je voulais parler des prophètes comme modèle de leader exceptionnel, de leader que nous devons aimer, il me dit que vous faites une thèse quantitative, scientifique. J'ai dit définissons le leadership. Je l'ai piégé à son propre mot. Si on dit le leadership, on est capable d'influencer les gens pour les amener à vouloir participer volontairement à un projet commun dans l'intérêt général. Donc l'influence qui continue. Les prophètes ne sont plus là. Ces hommes spirituels, nos anciens ne sont plus là. Ils continuent de nous influencer. Il me dit que mais vous avez raison. Ce qui a fait que j'ai pu inclure. Ce que je rappelle tout simplement, que ces notions de leadership, mais ont toujours existé. Ce ne sont pas des concepts nouveaux que nous, si on l'a importé
il faut aussi qu'on se dise que ça existe et que ça a toujours existé et que nous avons le droit, nous avons notre mot à dire. Oui. Nous sommes des êtres spirituels, M. Khan, avant d'être des êtres rationnels. Et vous dites... Pourquoi renier à notre spiritualité au nom de la science? Donc vous pensez que ces religions monothéistes ont des qualités qui devraient inspirer les leaders. Les leaders d'aujourd'hui doivent les utiliser comme des modèles. Vous écrivez, en comparant la philosophie du leadership religieux, judaïsme, nomination divine, compassion, courage, vision. Oui. Hein? Christianisme, humilité, service, exemplarité morale. Islam, justice, consultation, humilité, orientation communautaire. Alors vous dites que ces traditions religieuses soulignent la conduite éthique, le respect des personnes et la responsabilité de servir la communauté, renforçant ainsi les principes du serviteur leadership. M. Khan. Ne pas oublier les religions, l'enseignement des religions. Non, M. Khan, il faut comprendre que tout leader doit se dire qu'il a une haute responsabilité morale et sociétale. M. Khan. Mais c'est pas... C'est sacré, le leadership. Vous êtes président de la République, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chef de famille, vous êtes chef de village, vous êtes le doyen d'une faculté, vous êtes le recteur. Mais c'est une responsabilité divine. C'est pas parce que vous le méritez, M. Khan. C'est Dieu qui vous donne cette opportunité de le servir à travers les gens, à travers les personnes. Oui, oui. Alors, d'ailleurs, parmi les vertus, la guérison des âmes, hein, c'est moi qui traduis comme ça, les persuader à s'engager dans l'action. Effectivement. Par l'exemple qu'on peut donner. Oui. Et une enquête qui a été faite aux États-Unis en 2021 montre que 70% des travailleurs étaient désengagés parce que tout simplement, ils sont stressés dans leur travail. 70% qui se désengagent, qui ne sont pas concernés par ce qu'ils font. Bien sûr. Et ça, ce n'est pas seulement aux États-Unis, hein, c'est dans tous les pays développés. Ah oui. Et aujourd'hui, en Afrique, ça peut même être pire. 70%, vous si 70% des employés sont désengagés, ça veut dire que seulement 30% du personnel contribue activement à l'atteinte des objectifs de l'organisation. Alors, c'est la faute du leader. Mais si les gens ne sont pas engagés, tout simplement, c'est le leader. Parce qu'ils ne font pas confiance au leader. Si vous avez un leader qui d'abord n'est pas transparent, il n'est pas sincère, il n'est pas honnête, mais comment pouvez-vous lui faire confiance? Si vous avez un leader qui ne respecte pas ses paroles, si vous avez un leader qui a des morales au niveau éthique très basses, mais ça n'encourage pas. Vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Et donc le leader doit être l'exemple. Aujourd'hui, Magni, Souni Magni, j'ai eu à poser la question à un fils d'un de ces marabouts. J'ai dit qu'il y a une question qui m'intrigue. Magni, nos vieux, quand ils étaient là, ils ont fait face à un ennemi puissant qui avait tous les moyens, qui a tout fait pour qu'ils échouent, qui ne les a donné aucune chance. Et pourtant, ils ont réussi leur mission. Et ça continue. Et j'ai dit, quel était leur secret? Il a pris une pause, il a utilisé ce terme. Djoup. Djoup. Être droit. La droiture. Oui. Mon nom est Djoup. Mais, M. Khan, mais on n'a qu'à revenir sur ces valeurs cardinales. Le leader, c'est ça, Djoup. Si vous voulez que les gens soient honnêtes, soient sincères, et vous ne l'êtes pas, M. Khan, mais c'est pas possible. Vous êtes l'exemple. Vous donnez un mauvais exemple. Quand Serigne Saliou parle de Tako, que la meilleure façon d'éduquer, Yar, c'est Tako. Que le disciple soit toujours à tes côtés, qu'il te sente. C'est parce qu'il sait qu'il représente cette éthique. Et il donne un sens à cette éthique. Comment il donne un sens? Il ne faut pas dire aux gens, il faut avoir une moralité, mais il faut l'incarner dans tous les jours, au quotidien, M. Khan. Chaque fois que les disciples se réveillent, ils le regardent. Christ, ses disciples le regardaient. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons le regardaient, ce qu'il faisait. Ça renforçait ce qu'il disait. Il n'y avait pas de cacophonie, il n'y avait pas de contradiction. Il ne pas dire aux gens, faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. D'abord, les gens, que ce soit au niveau de la famille,
Nous, on a tendance à répéter les erreurs même de nos parents. Parce que c'est l'environnement qui, en quelque sorte, nous affecte. C'est pourquoi on parle de culture organisationnelle qui doit venir de la tête. Si vous voulez une culture saine au sein de l'organisation, si vous voulez un climat favorable, où les gens sont engagés, où les gens sont prêts à faire des sacrifices. Quand vous dites aux gens, on a un projet, le projet, qui est une rupture, demande des sacrifices, c'est pas facile, c'est pas sain. Mais ils y croient. Donnez l'exemple, ils vont vous suivre. Vous êtes le modèle, vous êtes la boussole. Alors, des gens qui se désengagent, le stress au travail, Ouais. mais c'est extraordinaire. Vous parlez des problèmes de santé, Oui. santé physique, Oui. mentale, émotionnelle, tension artérielle, Oui. alcool, que sais-je encore. Ouais. Donc, quand le travailleur n'est pas bien dans l'entreprise, Ouais. ça peut le pousser à... Le cadre Oui, organisationnel au sein des sociétés, au sein des familles, au sein des nations, M. Khan est devenu presque toxique, où les gens se chamaillent ouvertement, au lieu de s'entretenir, au lieu de se soutenir. Et donc c'est aux leaders de faire en sorte, si les gens ont peur de venir au travail, ou se disent qu'à tout moment je risque d'être renvoyé, c'est ce cause, mais ça rend malade si vous perdez votre gain. Et donc le leader doit créer ce climat social où les gens se sentent en sécurité, mais une sécurité psychologique d'abord. Et si les gens ne se sentent pas en sécurité, mais ils ne peuvent pas participer pleinement. Si les gens ont peur de vous dire la vérité, vous le leader, parce que vous risquez de les renvoyer. Mais c'est un climat où les gens se mentent. Et si on ne se dit pas la vérité, mais on ne peut pas régler les problèmes. Mais il faut créer un climat social. Parce qu'on a été démontré que si les gens sont dans le stress, ils ont peur, ils boivent, ils fument, et ça conduit à des maladies, à des cancers, c'est Oui. même à des suicides. Oui. Et c'est fréquent. Et donc le leader doit être conscient Oui. de son rôle. C'est lui qui dicte le tempo. Oui. C'est lui qui crée la culture au sein même de l'entreprise. C'est une responsabilité, une grande responsabilité. mais ce que vous dites là, souligné, concerne aussi les gens qui conseillent, les gens qui sont autour des grands décideurs, Effectivement. qui ne leur disent pas la vérité non plus. Effectivement. Il y a l'attitude dans l'entreprise, mais il y a aussi ceux qui sont au sommet, ceux qui dirigent, les gens qui les entourent et qui leur cachent les vérités, ceux qui ont l'oreille des dirigeants et qui leur disent que ce qu'ils veulent entendre, ce qui leur plaît d'entendre. Mais M. Khan, on a parlé du pouvoir fécond. Comprendre que le pouvoir, quand on le partage, ça se multiplie. Oui, Mais si on l'accapare, oui, vous le leader, vous dites aux gens, mais cette ressource est très limitée. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais je vais l'accumuler. Mais tous qui sont autour de lui à cause de ça. Mais ils se sont dit que le peu que j'ai, en lui disant la vérité, il va m'écarter. Donc vous créez les conditions même où les gens ne peuvent pas vous dire la vérité. Mais si vous dites aux gens, je veux que vous vous développez, je veux que vous soyez sincères avec moi, que je suis aussi vulnérable. Je veux l'exemple de Serigne Saliou. Il consultait avec tout le monde, les sœurs, les chers, les parents, même les autres chefs religieux dans ses décisions. Mais dans l'islam, la shura, la consultance, c'était une des démarches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. donc la prise de décision devait être partagée. Partagée. C'est ça le secret de ce leadership fécond. C'est ça ce secret de prendre la décision que moi, le pouvoir, j'ai décidé, j'ai choisi de donner le pouvoir. On ne me l'arrache pas. Mais si vous ne le faites pas, M. Khan, un jour les gens vont se l'arracher. Donc donnez le pouvoir, partagez le pouvoir. Mais d'abord, pour partager le pouvoir, il faut développer les gens autour de vous. Il faut les donner les compétences nécessaires. Il faut les renforcer, il faut les soutenir. Il faut croire en eux. Il ne faut pas responsabiliser M. Khan. Quand les gens sont bien outillés, quand les gens sont bien formés, ils vont dire que mes patrons, mais ils vont prendre la responsabilité. On prend ses responsabilités parce qu'on est confiant. Il faut les mettre en confiance. C'est pourquoi vous dites, vous écrivez dans le livre qu'il faut avoir une conception holistique du travail, c'est-à-dire dans son entièreté, ne rien laisser. Bon, Il faut... le leader devrait le faire. Et Comme c'est ça, un- il ne se perd pas. Et là, vous rappelez les 4 piliers du serviteur leadership qui sont servir les autres, une approche holistique du travail, mettre l'humain au cœur, le partage du pouvoir,
dans la prise de décision, mais surtout le développement des communautés. Il faut mettre l'humain au cœur de toutes vos décisions. C'est ça. Le fondateur nous dit que le CTLS doit se poser cette question. Est-ce que les décisions que je suis en train de prendre ne vont pas affecter les plus vulnérables de la société négativement? Il faut toujours penser à ces gens-là, les plus vulnérables. Mais dites-moi, dans le cas d'une entreprise, Oui. est-ce que le leader qui prend des décisions ne pense pas, lui, d'abord, à ce qui est favorable à son entreprise, à ce qui fera prospérer son entreprise, par exemple, plutôt que avant toute autre considération, Et là, vous nous, fût-elle de nature humaine. vous nous connaissez naturellement. Dans le cas des théories contemporaines, on a parlé de leadership authentique, d'éthique, de partage. Mais c'est là où il y a la notion du leader transactionnel et du leader transformationnel. Le transactionnel, c'est là, il est là avec des échanges. Hein, vous faites ça pour moi et je vous donne ça. Donc c'est une transaction. Il est orienté à la réalisation des objectifs à très court terme. Donc lui, il se soucie que de ses intérêts immédiats. Est-ce que c'est une bonne manière d'être leader, ça? Ça, c'est dans le court terme, ça permet de motiver. Mais c'est pas transformationnel. Ils se rendent compte que si vous voulez réaliser, aujourd'hui, je donne l'exemple, le projet qui est ambitieux de PASTEF, ça ne demande pas un leader transactionnel. Vous faites ça pour moi parce que vous demandez aux gens de faire des sacrifices. Vous empruntez parce que vous leur dites que donnez-moi des choses, mais d'ici 5 ans, on peut réaliser le projet. Et donc, il faut être un leader transformationnel. Et là, vous pouvez les motiver par ce qu'ils appellent les 4 I, à l'influence idéalisée. Il y a aussi ce qu'ils appellent l'inspiration, par ce que vous représentez. Quand j'entends dire des gens dire que je suis sonkiste, donc c'est l'influence idéalisée, l'inspiration. Il est en train de les motiver par l'inspiration. Et autre, il y a ce qu'ils appellent l'assimilation intellectuelle. Ces gens-là, il faut les amener à pouvoir penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes, pour pouvoir contribuer à la réalisation. Aussi, il y a ce qu'on appelle la considération individuelle. Il faut que chaque personne se sente concernée. Et c'est ça, le génie, la force de Magni, de nos vieux. Vous allez dans n'importe quelle maison, que c'est à Tuawan, à Touba, Niassène, le marabout, il te met à l'aise. Je suis allé une fois voir Seigne Mansour, quand il était calife, vers la fin de son truc. Et il y a une dame, Regina Brown, américaine, chef de projet à l'USAID, qui me dit que c'est mon papa. Il a appelé Serissa aussi son papa. Et chaque mois, Seigne Mansour lui demandait de venir rendre visite. Et comme il était malade, il a appelé, il n'a pas eu. Finalement, le marabout envoie quelqu'un pour dire qu'effectivement, vous pouvez venir. Ce jour-là, on est arrivé à Tuawan. Le grand qui est là à la porte, quand il nous a vu, il dit que mais qui vous a dit de venir? Le marabout ne reçoit même pas ses parents. À l'heure actuelle, on dit c'est lui. Il est entré et il dit de venir. Le marabout, bien que malade, il sort, il vient, tout souriant, accueilli. Et même fait des blagues. Et vous le regardez, vous savez qu'il est malade. Et je me rappelle, j'étais en train de traduire en anglais. Il dit à son fils qui était là-bas, mais il nous a mis tellement à l'aise. Et je me suis dit que mais pourquoi il nous a reçus? C'est ça où le leader a besoin de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence culturelle, l'intentionnalité même au sein de cette intelligence, à savoir que celle-là, peut-être je ne vais plus la revoir. Mais comme j'ai donné ma parole, je veux tout faire pour la recevoir. Mais ça, c'est très élevé. Regarde comment il s'est sacrifié, bien vrai qu'il était malade. Il a juste nécessaire pour que tout simplement cette perception de ce qu'il représente, l'éthique, l'authenticité, est renforcée. Ce sentiment. Elle était contente d'avoir vu son père. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et c'était la dernière fois. Voilà cette dimension. Ce leader doit se rappeler de ce rôle qu'il joue au sein des gens. Si les gens sont prêts à mourir pour vous, à tout sacrifier, ce don de soi dont il parle, il faut que ça devienne une réalité. Et c'est ça le leadership. Oui, et j'ai envie de rapprocher ça à ce que vous écrivez, qu'il faut penser aux leaders, des leaders qui deviennent des modèles. Oui. Deviennent des modèles parce qu'ils sont empathiques, n'est-ce pas? Et encadrent les hommes, par exemple, le travail, la famille, ailleurs. Et même, vous êtes mieux. L'idéal, c'est que le leader devienne un mentor. Exactement. Alors, quelle est l'importance du mentorat
Il y a eu une étude qui a été faite à Harvard. Ils ont fait une enquête des plus grands CEO à l'époque et ils ont essayé de trouver un dénominateur commun. Pourquoi ils ont réussi? Ce qu'ils ont trouvé de commun est que tous ces leaders exceptionnels ont eu des mentors. Mais le mentor, M. Khan, c'est celui qui vous dit la vérité. D'abord, il vous inspire. C'est un modèle pour vous. C'est une boussole. À chaque fois que vous voulez vous démarquer, vous voyez ce mentor. Serigne Saliou n'est plus là. C'est Cheikh Béthio Thioune qui m'a amené chez lui. Je me rappelle aussi de Cheikh Béthio Thioune, de son comportement avec nous. Quelqu'un qui voulait toujours qu'on puisse s'améliorer. Mais c'est moi, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, je dis, ah, il nous regarde. Mon père était aussi mon leader. C'était un commandant de brigade. Honnête. Ah, mais ce sont des boussoles. Et donc, ce mentor, qui d'abord est une boussole pour vous, mais aussi il vous dit la vérité. C'est votre mentor qui peut vous appeler, vous dire que ah, vous êtes en train de dérailler. Vous sortez du droit chemin. Et vous allez l'écouter. Parce que là, lui, quand il parle, ce n'est plus de la spéculation, M. Khan. On nous parle du terme feedback en anglais. Mais feedback, c'est pas critique. Parce que ton mentor ne va pas te critiquer. C'est un retour d'information. Il dit que je vous ai observé, vous avez dit tout et tout, mais la manière dont vous vous êtes comporté, vous aurez dû quand même prêter attention à ceci et cela. Il ne vous critique pas. Il vous donne des éléments de référence pour que vous puissiez faire pas votre autocritique, pas tout simplement une autoréflexion. Mais M. Khan, il y a un concept très puissant qu'on appelle la réflexivité, qui est une manière de réfléchir sur sa pensée, de réfléchir. Et c'est ça qui vous aide. Et c'est ça qui nous amène à prendre conscience de soi. Quand je parle l'exemple des Magniers, pourquoi ils sont restés des modèles? C'est parce qu'ils ont atteint un stade de cette conscience de soi, de leur environnement. Et c'est ça qui fait que nous sommes des êtres spirituels. Et c'est cette spiritualité qui peut nous amener à ce stade où nous ne sommes plus attachés à ce pouvoir éphémère, que nous cherchons à transférer ce pouvoir. Seigneur Maodo Malick n'est plus là. Ses enfants, ses petits-fils sont des références. Serigne Touba, c'est la même chose. Baye Niass, la même chose. C'est parce qu'ils ont semé la bonne graine. Et reste la racine qui nourrit cet arbre, qui va continuer, qui va se démultiplier. C'est ça le rôle du leader. Vous savez quoi, en vous écoutant, vraiment, j'ai envie de dire que les leaders doivent non seulement des théories qui viennent d'ailleurs, mais s'inspirer des valeurs morales, n'est-ce pas, incarnées par ces hommes, ces guides religieux dont vous parlez. Je pense à ça. Mais parce que vous ne faites que ça. Mais ces théories, oui. Et qu'est-ce que c'est une théorie? Oui. C'est juste une observation, oui. Une simplification de la réalité, parce que la réalité, elle est complexe. Oui. Alors que ces vieux, ils ont vécu cette réalité. Oui. J'ai eu une discussion quand j'ai remis ma thèse à Serigne Mountakha. Oui. On a échangé sur ce concept de leadership, de self-leadership. Oui. Mais en échangeant, j'ai dit à ces Mbacké, mais si je n'allais pas rester 3 ans à faire mal, j'aurais su venir m'asseoir à côté de vous et écrire ma thèse. Parce que tout est là. Tous ces concepts, ces modèles, le Serigne non seulement les domine, mais il m'a dit, man de c'est loolu laa nekk. Regardez Serigne Mountakha. J'ai écouté une partie de la vidéo. Quand il nous parle du leader berger, guide. Oui, c'est cela. On n'a pas besoin maintenant. Il est bon de connaître ces théories, de connaître ces concepts, mais de les ramener à nos réalités, comme laboratoire, comme test. Moi, c'est tout ce que je fais. Je les rapproche. Et ça nous permet d'avoir une lecture beaucoup plus complète de ces théories et de ces concepts. Vous avez lâché le mot, je l'ai noté, leader berger, comme un berger, c'est-à-dire qui guide, qui mène et qui préserve en même temps la communauté. Mais regarde ce que Serigne est préservé. Je parle de Serigne Saliou parce que j'ai été son talibé et c'est ce que j'ai vécu. Il a eu à dire vers la fin que suñu borom moo dogal ma nekk fekk ma seen kanam. C'est la volonté divine que je suis votre chef. Oui. Et il ne prend même pas honneur. waaye loolu dama koy nangu. Je l'accepte. Oui. Kon damay jiitu. ngeen topp sama gannaaw je vais me mettre devant, ils allaient me suivre. Mais su ma demee ba gisatuma leen damay taxaw. Quand je ne vous vois plus, le leader ne va pas juste partir et nous laisser derrière. Damay taxaw xaar leen, je vais vous attendre.
Le leader attend. Mais si je ne vous vois pas, je reviens vers vous. Pourquoi il dit et il se met derrière. Pourquoi? Il regarde tous les gens qui errent, le berger qui regroupe son troupeau. Mais c'est ça le rôle du leader, M. Khan. Oui. Alors, je vois que donc le leader autocrate, non, il risque de ne pas réussir. Ce n'est pas du leadership. Ah, c'est pas du leadership carrément. Ça peut-être, à la limite, je dirais que c'est un manager. Ah oui, et ce qui différencie le leader du management, dans le terme, la racine, je disais la racine du mot leader, lead, c'est ambition, destination, vision. Management, c'est main, c'est maintenir. Et donc, c'est quelqu'un qui maintient. Et qu'est-ce qu'il maintient? Et c'est des systèmes, des process. Donc, quand on confond le leadership et le management, c'est là où on fait des bavures. C'est différent. Parce que là, on est en train de maintenir. Ah, ça, c'est mon chemin. C'est comme ça que je le fais. On refuse de changer. On refuse d'apprendre. On refuse de grandir. Rupture. Oui, on est là, dans un carcan, hein, où on en pense qu'on a raison et que les gens doivent nous vénérer. On a toutes les solutions. Alors qu'en réalité, on ignore même son ignorance. Le leader autocrate ignore son ignorance. Oui. Alors, nous arrivons vers la fin, mon cher ami. Alors, l'idéal aussi, j'ai vu, évidemment, le serviteur leader. C'est ce qui a votre choix, votre préférence, hein, votre prédilection. Alors, il y a aussi le leader qui anticipe, qui pratique la prospective pour le développement de la société et des personnes. Vraiment, se projeter. Ne pas attendre que les choses viennent sur nous, mais se projeter. Et là aussi, ça rentre dans le cadre des caractéristiques du serviteur leadership, où Greenleaf nous dit, au-delà des 4 piliers, le serviteur, il a des caractéristiques. Il dit, le premier caractéristique, c'est quelqu'un qui écoute. Il passe tout son temps à écouter. Il écoute tout. Les gestes, l'âme, même votre âme. Il écoute. Mais c'est quelqu'un qui a de l'empathie. Il ressent. Quand Serigne Saliou dit, c'est émouvant. Oui. Il a même laissé sortir. Il a dit? Oui. À part Dieu, personne n'a plus de la miséricorde par rapport à... J'ai pas bien entendu, oui. Mais c'est ça le leader, empathie. Il ressent ce que les gens ressentent. L'autre, au-delà de l'empathie, mais c'est le leader de la guérison, c'est quelqu'un qui dit que moi je ne suis pas complet. Nous tous, nous sommes des êtres spirituels, et nous avons des manquements. On se complète. Le leader a besoin des autres. Vous priez pour moi, je prie pour vous. Ça conduit aussi à la conscience de soi. Mais le leader, serviteur, il ne force pas, c'est la persuasion. Mais aussi au-delà de ça, c'est quelqu'un qui sait conceptualiser. Quand vous voulez faire des choses difficiles, impossibles, le projet, c'est ambitieux, c'est compliqué. Il faut que ceux qui se prennent de ce projet puissent conceptualiser un nouveau modèle de développement pour le Sénégal, pour l'Afrique. Mais la perspective, M. Khan, quand on fait de la conceptualisation, on crée son propre futur. Mais il faut aussi anticiper cela, c'est l'important de ce que vous dites, la perspective. Anticiper sur le futur. Et là, on ne peut pas le faire seul. Quand on décide de dire que je ne connais pas, ou bien je ne connais pas suffisamment, mais l'intelligence collective a toujours la solution. Il faut impliquer tout le monde. Il faut que tout le monde se regroupe. Le Sénégal, c'est un petit pays. On a besoin de toutes les forces, de toutes les compétences. L'Afrique n'est pas grand. Si les États-Unis se regroupent, l'Europe se regroupe, l'Asie se regroupe, de penser à cette intelligence collective qui est la solution Alors, à nos problèmes. Pour conclure, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'on pourrait dire, Dr Abdoulaye Mbengue, que le bon leadership, donc le serviteur leader, doit être basé avant tout sur l'humain, les bienfaits de la communauté? Oui, si je devais, dans mon livre, je conclue en disant que le serviteur leadership, c'est choisir de laisser une empreinte durable. Et que choisir, c'est d'abord comprendre cette notion du pouvoir fécond qui se multiplie.
Mais aussi, ce n'est pas une source de faiblesse. Laisser une empreinte, ça veut dire quoi, M. Khan? C'est développer d'autres personnes. C'est comme je le disais, sélectionner les bonnes semences, les mettre dans les bonnes terres, pour que plusieurs arbres puissent germer et créer des fruits. Et en définitive, je dis le safety leader, ça rappelle toujours, si je peux dire, ces 7 principes du safety leader. Cette notion du pouvoir fécond. Il faut renverser la pyramide, vous êtes au bas de l'échelle, pas en haut. Et comme vous êtes au bas, personne ne va lorgner à votre chaise. Deuxièmement, mettre l'humain au cœur de tout ce que vous faites, M. Khan. Troisièmement, il faut développer cette conscience de soi, cette intelligence culturelle, cette intelligence émotionnelle qui vous permet de sentir et vous donne beaucoup plus d'humilité. Quatrièmement, c'est quelqu'un qui cherche à développer les personnes, à les outiller. Ce qui nous conduit nécessairement au 5e point, qui leur permet de les pousser à participer à ce que vous faites, ce qui vous permet de déléguer, encourager la participation, le partage. Mais 6e, M. Khan, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas juste de bâtir des structures, mais de bâtir des communautés. Parce que votre organisation fait partie de la communauté. Mais le plus important, M. Khan, c'est que ce leader, ce serviteur leader, doit incarner l'éthique, l'authenticité au quotidien. Parce que vous devenez une référence, un modèle. Une référence, un modèle, voilà. Merci vraiment d'être docteur Abdoulaye Mbengue. Alors, votre livre, alors vous l'avez déjà écrit en anglais. J'ai vu le texte en français, vous me l'avez donné. Et le titre, c'est Le serviteur leadership est-il vital à la réussite des organisations. C'est le titre en français. Vous avez ce livre qui sortira bientôt. Je sais que vous vous apprêtez à l'éditer. Voilà. Et merci vraiment d'être à l'entretien. Et juste pour dire avant la fin, j'ai aussi écrit un deuxième livre. Oui. C'est sur l'intelligence culturelle. Ah. Et ce livre parle aussi que le leader, dans le leadership, qu'un leader doit avoir ses intelligences culturelles. Et c'est encore une fois, quand je parle de nos vieux, non seulement sont des serviteurs, mais c'est des gens qui incarnent cette intelligence culturelle. Ils nous servent de modèle. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. Khan, c'est moi qui vous remercie. Quant à vous, merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir écoutés pendant cette heure d'émission. Au revoir et à bientôt.